Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. À l'international, c'est une histoire qui risque de faire grand bruit. Les Ukrainiens, donc, qui auraient réussi à assassiner un général russe. Salut Stéphane. Salut Alexandre. Oui, ça risque de faire grand bruit et on peut s'attendre à ce que les Russes ripostent très directement, d'autant que c'est un geste que je dirais pas sans précédent, mais qui change la donne de ce conflit, une guerre qui ne se livrerait plus que sur le champ de bataille, mais ailleurs aussi. Donc, un Russe responsable d'armes nucléaires en particulier, général Kirillov, qui a été assassiné ce matin vers 6 heures du matin, heure de Moscou, donc il y a plus ou moins 8 heures ici en Europe. Et ça change la donne parce que ça ouvre la porte à des représailles qui seront calibrées différemment par les Russes. Est-ce qu'on va s'attaquer directement au leadership ukrainien, décider d'organiser des campagnes d'attentats? J'en ai pas d'idée précise au moment où on se parle, mais on peut imaginer que ça va ajouter une variable à un conflit qui en compte déjà de nombreuses variables, surtout que depuis quelques semaines, avec l'élection de M. Trump, c'est comme si tout le monde avait abattu ses dernières cartes dans l'espoir de changer la donne avant que lui, peut-être, sonne la fin de la récréation, si tant est qu'il soit capable de le faire, parce que c'est sa promesse, évidemment. Oui, régler ça en 24 heures, hein, Stéphane? Oui, c'est beaucoup répété et dit. Je pense pas que lui-même puisse croire que ça se réglera en 24 heures, mais c'est très sérieusement au sommet de ses préoccupations. Ça risque de se manifester dans les premières heures ou jours de son arrivée au pouvoir le 20 janvier prochain, c'est-à-dire cette volonté de trouver une solution. Ça sera certainement pas une solution optimale pour les Ukrainiens qui savent que dans une pareille affaire, ils risquent d'y laisser des morceaux de territoire, sinon de très importants morceaux de territoire. Alors, cet attentat aujourd'hui, tout doit être décliné au conditionnel, c'est ce que les services russes disent, que les Ukrainiens seraient derrière, mais il y a de bonnes raisons de penser que ça tienne la route. C'est un changement à ce conflit, c'est comme je le disais, une nouvelle variable à un conflit qui en compte de nombreuses, et on verra très prochainement comment les Russes vont vouloir riposter, mais ça ajoute encore une fois à un contexte où on le sent, tout le monde est à se positionner dans l'espoir qu'un geste puisse faire la différence avant que les choses ne se forcent à la table de négociation. Mais il y a des risques. Quand on fait ça, il y a toujours des risques. Et c'est ce qu'on verra ou qu'on mesurera au cours des prochains jours. Je ne peux pas aller plus loin, mais je tenais à ce qu'on en parle parce que ça sera dans l'actualité au cours des prochaines heures. Oui, non, tu fais bien de le mentionner, Stéphane. On faisait référence à Donald Trump il y a un instant. Lui, il s'est pas gêné pour mettre son grain de sel dans notre éclipse médiatique qui est survenue hier avec la démission fracassante de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Sur son réseau social, il a publié donc un message et il a fait référence donc à l'attitude très toxique de Mme Freeland. Il se réjouit, lui, de son départ. Et il troll au passage encore M. Trudeau, là, le gouverneur de l'État du Canada. Du grand État du Canada. Mm-hmm. The Great State of Canada. Il n'arrête pas de troller avec ses messages sur les réseaux sociaux, parlait de la toxicité de Mme Freeland et se référait particulièrement à l'époque où elle était dans l'équation pour lui, quand elle était ministre des Affaires étrangères et qu'il était président, et que c'est elle qui, pour beaucoup, a tenté et réussi d'ailleurs avec succès de négocier une entente de libre-échange qui ne soit pas trop défavorable au Canada. C'est une des choses que l'administration de M. Trudeau a bien su faire parce que ça a été la surprise générale quand M. Trump est arrivé à annoncer son intention de renégocier et a mis tout le monde sur la défensive. Puis au total, tout le monde, quand je dis tout le monde, les Mexicains comme les Canadiens se sont relativement bien tirés d'affaire. Et Mme Freeland, au passage à Washington, s'était fait un certain nombre d'ennemis. C'est pas un secret que M. Trump ne l'aimait pas tellement. Ce qui est intéressant dans cette communication, d'abord, c'est l'attention que semble porter le président des États-Unis à ce qui se passe au nord de chez lui, au Canada. Très au fait. C'est rare que le Canada fasse l'actualité aux États-Unis. La démission fracassante de Mme Freeland qui clairement, c'était réservé à un chien de sa chienne pour M. Trudeau, a fait la une des journaux du New York Times, mais de l'ensemble de la presse, peut-être accéléré par l'attention que porte à ça M. Trump. Ce qui est embêtant dans les circonstances, c'est la position de faiblesse dans laquelle le premier ministre Trudeau
va se présente déjà devant les Américains alors qu'il y a cette menace de droits douaniers pour le 20 janvier. Je suis pas sûr que M. Trump mette à exécution sa menace le jour même, mais est-ce qu'on est bien placé, est-ce qu'on est en position de force pour faire face au président américain? La réponse courte, c'est non. Et c'est vrai un peu partout, chez tous les alliés. La France n'a toujours pas de gouvernement. Le président Macron a nommé un premier ministre qui n'a pas formé son gouvernement. Les Allemands, hier, ont appris qu'il sera en élection. Alors, on le soupçonnait, mais il sera en élection le 23 février prochain parce qu'il y a eu un vote au Bundestag. Et l'administration de M. Scholz a été défaite. C'est un gouvernement de coalition, donc vote de censure. Et ce gouvernement, comme le gouvernement français, se retrouve un peu dans les câbles, fragilisé. L'Allemagne, qui est plus ou moins en récession depuis 2 ans, beaucoup de problèmes économiques, des grandes industries qui sont fragilisées, entre autres par le coût de l'énergie. Je pense à Volkswagen, 3 usines qui vont fermer au cours des prochains mois. C'est du sans précédent en Allemagne. Donc, les partenaires naturels du Canada, quand on se présente devant les États-Unis, parce que c'est des dynamiques où on peut jouer de nos amitiés ou d'alliances pour faire face. Donc, les alliés, pas nécessairement naturels et historiques du Canada, mais qui, au sein du G7, pourraient permettre au Canada de ne pas se présenter seul, sont de leur côté aussi un peu en position de faiblesse. Donc, pour M. Trump, une autoroute, il est en ce moment omnipotent, omnipuissant, avec peu de gens pour le contrer ou le contrarier. Quand il va s'asseoir avec les Européens pour parler, par exemple, de leur contribution à l'OTAN, je doute qu'il y en ait beaucoup pour pouvoir résister longtemps. Donc, on est dans une situation où, en ce moment, les États-Unis de M. Trump, avant même qu'il ne soit parfaitement en selle le 20 janvier, font la démonstration de ce que il y a franchement personne pour leur tenir tête. C'est tellement surprenant. C'est quand tu penses qu'il y a 6 mois, 1 an, on se disait de M. Trump avec ses affaires judiciaires et tout ça, que c'était évidemment quelqu'un qui réservait toujours de bonnes surprises à ceux qui ne l'attendaient pas dans le détour, mais qui était affaibli. Or, aujourd'hui, c'est dans le groupe des puissances occidentales, en plus de ce qu'il est à la tête des États-Unis, qui est une puissante machine, celui qui est politiquement le mieux installé, capable, parce que majorité à la Chambre des représentants au Sénat, parce qu'une autorité qui vient de son élection. On en parlait hier matin, ses adversaires historiques, y compris dans les médias, pour l'instant, ont plutôt envie de mettre un genou à terre et de se faire ami-ami. Donc, un cas de figure où, jusqu'à ce qu'il mette le pied sur une peau de banane, il est en toute puissance. Oui, c'est tout un revirement de situation. Tu as tellement raison. Maintenant, on va aller du côté de Damas. Est-ce que tu considères que les Occidentaux sont complaisants? Ben, alors peut-être qu'on pourra compléter parce que c'est une histoire compliquée. Puis pour nous, particulièrement au Canada, on se dit c'est loin, ça n'a pas d'impact. Or, ça a de l'impact parce que au Proche-Orient, ce qui se passe là finit toujours par se déplacer ailleurs, dans d'autres théâtres d'opération. Et là, je te parle de la France où il y a eu des attentats retentissants, des attentats qui sont le fait d'islamistes radicaux. Et on est, tu parles de complaisance, en train de se poser la question. Il y a des représentants français qui sont aujourd'hui à Damas, les Américains en fin de semaine ont comme ouvert la porte à se réconcilier avec l'idée que le nouveau patron, M. Al-Jaloubi, Mohamed Al-Jaloubi, serait fréquentable. Alors, on le dit, je ne suis pas le premier, il est encore sur la liste des infréquentables puisque sa tête est mise à prix pour 10 millions de dollars, mais clairement, il n'y a pas beaucoup de chasseurs de primes en ce moment, américains ou autres, en Syrie pour aller chercher justement les 10 millions de dollars. L'organisation à la tête de laquelle il était considéré comme une organisation, est toujours considérée comme une organisation terroriste. Et ça me rappelle beaucoup ce qu'on a vécu au Kosovo à la fin des années 90, en 99, quand l'OTAN est intervenu au Kosovo. À l'époque, l'objectif jamais nommé par les Occidentaux, c'était d'arracher un morceau à la Serbie, un allié historique des Russes, d'affaiblir la Serbie, une campagne militaire déclenchée par l'OTAN sans une autorisation donnée par les Nations Unies, et quelqu'un qui était
à la tête des rebelles kosovars, quelqu'un qui deviendra éventuellement le premier ministre. On l'appelait le serpent, personnage qui glace le sang, qui, je le répète, est devenu premier ministre, mais qui était considéré comme un bandit par tous, montré du doigt par Carla Del Ponte, qui était la procureure au tribunal pénal international qui a fait enquête sur les crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie, qui dans ses mémoires en 2008 disait « Il est responsable de trafic d'organes humains ». Là, on parle de prisonniers qui auraient été abattus de sang-froid quand on avait besoin d'organes bien en vie. Donc, on gardait en vie pour les abattre à la dernière seconde et leur retirer les organes dont on avait besoin pour les vendre. Alors, ça a été dit, ça a été répété. C'est un personnage, donc, qui n'est pas nécessairement des plus fréquentables et qui, pourtant, est devenu l'interlocuteur de la communauté occidentale, les Américains, qui l'ont réhabilité à partir du moment où on a travaillé à faire en sorte que le Kosovo devienne pays indépendant, pas tout à fait reconnu par l'ensemble de la planète. Il faut voir que c'est une situation très particulière et précaire que celle du Kosovo, qui a fait sécession unilatéralement. Le Kosovo est reconnu par le Canada, ce qui d'une certaine manière aussi est un peu, je dirais, risqué pour le Canada, parce que si dans un cas de figure, le Québec décidait unilatéralement, si on fait de la science-fiction politique, toi et moi, mais si le Québec décidait unilatéralement de déclencher son processus de souveraineté, on pourrait dire, vous avez reconnu, vous, le Kosovo, peut-être que nous, on pourra nous reconnaître comme indépendants puisqu'on a décidé unilatéralement de déclencher cette souveraineté. Donc, on est au Kosovo dans un cas de figure qui ressemble étrangement à la Syrie, parce que le pays allait devenir le premier, je dis pays, la province allait devenir le premier pays musulman d'Europe. On a participé à le fabriquer, ce pays, et des gens qui, quelques semaines plus tôt, étaient considérés comme de dangereux terroristes, sont devenus des interlocuteurs valables. C'est un peu le même film dans lequel on est. Et là, on dit, regardez, il a changé, il a eu sa profession de foi, M. Al-Jaloubi. Il y a eu probablement cette épiphanie sur son chemin de Damas, et il a vu la lumière. On peut faire affaire avec lui. Est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, ça sera encore le cas, est-ce qu'on est en train de mettre au pouvoir quelqu'un qui incarne parfaitement ce contre quoi on dit normalement lutter, l'intégrisme islamiste? C'est très surprenant. Merci beaucoup, Stéphane. Salut. Ciao.